Bonjour, je m'appelle Mexan et ceci sera la première vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une longue série. On parlera ici de maths et de musculation, on parlera aussi de physique et de musculation, mais cette vidéo sera dédiée à de la mathématique pure. Pourquoi? Parce que cette chaîne a aussi une visée éducative, dans un premier temps pour moi, car je suis encore dans mes études, et aussi peut-être pour vous qui regardez la vidéo. En tout cas, je l'espère. Bref, commençons. Alors, comment résoudre une équation différentielle que tu ne sais pas résoudre? Voilà la question à laquelle on va répondre. Et la méthode sera la méthode de l'heure. Une petite introduction. Donc, quels sont les prérequis? Par prérequis, j'appelle tout ce que vous devez savoir en amont. Donc, tout d'abord, il faut savoir que cette méthode est une méthode itérative, comme le balayage ou la dichotomie. Et il faudra aussi savoir la définition d'une dérivée. Donc ici, je vous mets une image de ce qu'est de la définition de la dérivée. Donc ça vient du taux d'accroissement. Hein. Voilà la définition d'un taux d'accroissement. Je vous illustrerai ceci juste après parce qu'il est vraiment impératif de comprendre cette définition. Et puis, il faudra aussi connaître quelques opérations simples sur Python. Par opération simple, j'appelle déclaration d'une fonction, déclaration d'une variable, puis aussi quelques petites fonctions comme if, for, enfin c'est plutôt des boucles, mais bref, il faudra les connaître. Normalement vous les connaissez au lycée, et si vous ne les connaissez pas, il est impératif de les connaître. Passons à une petite explication du coup graphique de ce qu'est une dérivée, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Donc là, on va passer sur une application que j'aime beaucoup, hein, GeoGebra. Donc j'ai déjà tout préparé. Ici, vous allez voir donc deux points. Ici, vous avez, comme vous voyez ici, racine carrée de x. Et cette fonction va nous servir de cobaye pour vous expliquer ce qu'est la dérivée. Donc, la dérivée, sa définition même que vous devez retenir, c'est que c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe auquel vous voulez dériver. Ici, nous allons prendre la dérivée en un point. Donc, on va regarder la tangente en ce point. Donc là, on va regarder en 2. Comment on va calculer la dérivée de la fonction f au point 2? Eh bien, il va falloir zoomer. Qu'est-ce qui se passe quand on zoome? Eh bien, on vous a toujours dit zoomer, 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 mais pourquoi zoomer? Parce que au fur et à mesure où on zoome, on voit que la courbe ressemble à une droite. Et cette droite, c'est ce qu'on appelle la tangente à la courbe au point A. Donc là où on a zoomé. Et du coup, pour avoir son coefficient directeur, il suffit de faire la différence d'ordonnée entre deux points de la droite sur la différence d'abscisse entre ces mêmes deux points. Mais techniquement, sur votre feuille, vous ne pourrez pas zoomer. Ce n'est pas assez précis. Et puis, pour certaines fonctions, ça risque d'être compliqué. Par exemple, pour des sinus, etc. Bon, comment vous allez faire du coup? Ce qu'on va faire graphiquement et sur la feuille aussi. Hein. Donc là, on va revenir à la définition des dérivés, le taux d'accroissement. On va prendre deux points, ici je les ai nommés AB, et on va mettre un intervalle entre ces deux points. Ici, je l'ai appelé dt. Comme on va la noter dt parce que c'est ce qu'on va prendre dans chaque exemple, et puis en maths, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bref, ça s'appelle une quantité infinitésimale, c'est-à-dire qu'elle va être tellement petite que elle sera très proche de zéro. Pourquoi elle va être proche de zéro? Parce que ici, du coup, au lieu de zoomer, on va rapprocher les deux points. Donc A, il ne va pas bouger parce qu'on va calculer la dérivée en A. Et B, on va réduire l'écart entre les deux. Donc l'abscisse de B, ça va être l'abscisse de A plus le petit dt. Donc plus je descends le dt, plus le B, il va descendre. Il va se rapprocher de A. Et qu'est-ce qui se passe quand je descends B? Et bien vous voyez que la droite, elle commence quand même à suivre la courbe. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on va encore la rapprocher. Donc là, il y a une différence de 1. Donc là, on commence à comprendre que la droite, elle se dessine et elle va se confondre avec la courbe. Mais c'est toujours pas assez parce que si on zoome, on n'a pas ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, c'est-à-dire une vraie droite. Donc on va descendre encore plus jusqu'à atteindre 0,1. Et là, ça commence à être satisfaisant, même si, bon, ici on voit que voilà. Mais on pourrait descendre encore plus. Mais vous avez compris l'idée, plus on réduit l'intervalle, plus la tangente se dessine. Bref.
Et c'est exactement ce qui se passe du coup lorsque on va être sur notre taux d'accroissement. Donc revenons dessus, hein, vite fait. Donc la limite, c'est quand dt tend vers 0. Donc là, j'ai mis des ronds parce que voilà. Donc ce dt, ce déronté, ça va être celui que j'ai bougé tout à l'heure. Il va tendre vers 0 et ça va nous permettre d'avoir du coup la dérivée de notre fonction au point où on le calcule. Excusez-moi. Pourquoi f de t0 plus dt, etc., moins 1 divisé par déronté? Eh ben, c'est simple, hein, c'est juste la définition d'un coefficient directeur, y1 moins y0 sur x1 moins x0. Pourquoi ça fait juste déronté? Parce que x1 c'est x0 plus dt moins x0, donc on enlève le x0. Bref. Je sais que ça fait beaucoup de rappels, mais il faut que je m'assure que vous ayez compris cela. Voyons maintenant avec un exemple. Donc ici, l'exemple qu'on a, on va avoir dv sur dt, donc la dérivée d'une vitesse, hein, puisque si c'est v, on va parler en termes de physique ici, sur dt est égal à a, donc une constante, fois v carré, donc c'est une fonction v, hein, je le rappelle encore, plus b, une autre constante, et ben elle va être égale à d rond v sur d rond t. Ça veut dire que ça va être égal, ça peut être un delta, hein, ça pourrait très bien être un delta, est égal à la différence d'ordonnée sur la différence d'abscisse. Pourquoi on peut écrire ça? Tout simplement parce que quand on était sur l'algèbre tout à l'heure, on a dit que ce point-là, quand il est assez proche de ce point-là, donc le point où on veut calculer la dérivée, eh ben c'est comme si on faisait comme si on calculait le coefficient directeur en prenant directement la différence d'ordonnée sur la différence d'abscisse. Voilà pourquoi on peut écrire ça. Et voilà en quoi ça va nous aider dans notre méthode LR. Et bien tout simplement parce que vous allez pouvoir, du coup, bon, on va enlever cette partie de gauche, et vous allez pouvoir, comme d'une équation normale, décaler le delta t ici, donc dans notre cas c'est d rond t encore une fois, et ça va nous donner que la différence de vitesse est égale à, donc toute l'expression d'avant, fois la différence de temps. Et ça c'est valable bien évidemment que quand le d rond t tend vers 0, sinon ça ne marche pas. Bon, passons maintenant à quelque chose de plus concret. La méthode concrètement, à quoi ça correspond? D'abord, vous avez besoin de choses en amont. Tout comme quand vous allez vous allez résoudre une équation différentielle normale. Donc vous avez besoin d'une condition initiale, hein, v à t égale 0 ou v0, peu importe comment vous l'appelez, il faut juste que vous sachiez que c'est votre condition initiale. Puis vous aurez besoin du choix de pas de calcul, soit la valeur delta t ou d rond t, peu importe ce que vous voulez dire, mais ça doit être l'écart entre chaque point parce que en soi ça va être une approche, comment on va dire, en soi ça va être, parce que en soi ça va être une approche approximative, donc ça va être une suite, hein. D'ailleurs c'est le point d'après, le calcul, en quoi il consiste, cette méthode itérative. Itérative dit qu'on va faire étape par étape, donc concrètement la solution sera une fonction discrète, c'est-à-dire que ce sera une fonction définie point par point, telle une suite. Bon. Et sur Python, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous allons regarder tout de suite. Bon, donc et sur Python, ça va ressembler à ça. Bon, c'est un code qui a l'air compliqué, hein, ça vient d'un exercice. Je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite l'exercice, mais je peux vous le montrer. Donc c'est celui-ci. Donc c'est l'exercice sur la méthode LR. Je vous conseille de faire une capture d'écran et de la faire vous-même. Voici une vidéo YouTube que vous pouvez regarder. Soit vous la réécrivez, soit de toute façon je vais le mettre dans la description, hein. Voici le code que je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce qu'il semble compliqué quand tu l'abordes de la première fois. Et moi, ce que je veux, c'est que vous évitiez de perdre de votre temps à essayer de comprendre des choses qui sont au final simples, mais juste le manque de temps peut stresser certaines personnes. Bon, moi, je le fais sur Spider, du coup, voilà, on va commencer par... bon, ça, c'est des commentaires, hein, vous connaissez, un petit dièse, un double dièse, comme vous voulez, ou alors des apostrophes comme ça, voilà, bref.
Commençons. Donc d'abord vous allez faire vos importations, importation NumPy pour avoir toutes les fonctions mathématiques. Donc, vous allez le nommer as NP pour dire que NP ça va être le nouveau nom de NumPy. Donc maintenant au lieu de mettre NumPy vous allez mettre juste NP point ce que vous voulez. Donc par exemple cos, cosinus, bon voilà, si vous voulez la fonction cos, au lieu d'écrire NumPy. Et puis vous allez aussi importer la bibliothèque matplotlib.pyplot. Donc matplotlib c'est dans pyplot et vous allez le nommer plt. Donc au lieu d'écrire tout ça, et bien vous allez écrire encore une fois plt. Le truc que vous voulez, je sais pas moi, afficher une courbe, donc ça va être show, donc la fonction show avec la parenthèse derrière. Voilà. Ensuite, vous allez déclarer toutes vos constantes ou variables. Je crois dans Python, vous n'avez pas besoin de déclarer des variables. Donc vous allez juste déclarer vos constantes. Donc ici, on va avoir Cx, hein, ça va être votre coefficient de traînée, je crois, si je me souviens bien. Bref, coefficient de traînée, c'est le coefficient qui définit votre coefficient de frottement sur votre parachute ou n'importe quel objet. Hein. Mais dans le cas d'un parachute d'une personne qui utilise un parachute et saute d'une certaine hauteur, et ben le vent va exercer une certaine résistance sur le parachute, enfin, surtout dans l'arc de cercle en dessous du parachute. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc quand je dis arc de cercle, c'est ça là. Hein. Donc l'air elle va monter comme ça, Donc vous allez avoir une résistance dans ce sens-là, etc. Enfin bref, c'est ce qui va permettre de retenir votre parachute. Bon, ça c'est défini par ce coefficient-là qui est de 1,4. Ensuite, on passe à la masse volumique de l'air à l'altitude dans l'exercice. Et ici, nous avons le coefficient K de frottement. Bon, je ne vais pas expliquer tout, mais le coefficient K, c'est ce qu'on vous a dit quand vous étiez au lycée. Ou alors, on vous a direct mis les coefficients avec la surface et le CX, etc. Mais bon, je pense que dans la plupart des lycées, on vous a donné le coefficient K comme quelque chose d'acquis parce que c'était pas nécessaire de le connaître. Bref, dans la correction de l'exercice, quand je la ferai, eh bien, je vous expliquerai vite fait comment on retrouve cette formule. Enfin, d'où elle vient. Pas comment on la retrouve, mais d'où elle vient. Bref, après vous mettez vos autres constantes, donc G, M, etc. Bref, masse, constante gravitationnelle, etc. Ce qui est important dans cette méthode, du coup, c'est ce qui vient après. Ça va être la vitesse initiale. Donc ici, ça va être votre condition initiale. T0, donc le T initial, le temps à laquelle vous allez commencer. Et le Tmax, donc pour éviter d'avoir des calculs inutiles, il ne faut pas qu'il soit trop grand, mais pour avoir aussi quelque chose de satisfaisant, il faut qu'il soit quand même assez conséquent. Et le pas, donc ça va être le nombre de points que vous voulez sur votre courbe approximative. Puis après ici, nous avons la définition, la déclaration de la fonction que nous allons utiliser. Donc ici on l'appelait ODE Euler. Pourquoi ODE? Parce que Ordinary Differential Equation. Euler parce que c'est le mathématicien auquel on a attribué cette méthode. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a créée, mais bref, on l'a nommé ainsi. Ici, dans F, vous allez mettre la partie droite de l'équation différentielle. Donc, qu'est-ce que j'entends par partie droite? C'est-à-dire que vous allez vous arranger pour que votre équation différentielle du premier ordre, elle ait le terme de classe 1 à gauche. Quand je dis classe 1, ça veut dire le prime, hein, enfin, vous avez compris. Et vous allez mettre toutes les autres parties à droite. Pourquoi f de y, t? Parce que c'est une fonction, du coup, toute la partie de droite, c'est une fonction en fonction d'une autre fonction, celle qu'on cherche, et du temps. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a un abscisse dedans. Bref. Les paramètres, donc f, comme j'ai dit, ça va être la partie droite de l'équation différentielle. Y 0, ça va être un nombre. Hein. Il faut bien comprendre que c'est un nombre, parce que si c'est pas un nombre, comment on fait pour résoudre notre équation différentielle? Donc ça va être la condition initiale, hein, voilà, bref, je l'écris. Et après, vous allez avoir t, qui va être un tableau ou matrice, hein, peu importe ce que vous voyez, mais de toute façon, il serait un d. Un d, ça veut dire que ça va être une matrice ligne, donc de t valeurs, du nombre que vous aurez mis ici, en fonction du nombre que vous avez mis ici. Donc si là vous avez fait max 2
et vous avez mis un pas de 100, et ben, il y aura 100 valeurs qui ira de 0 à 2 dans votre matrice ligne. Et ça définira votre matrice temps. Donc à chaque intervalle que vous aurez défini ici, ben, vous aurez une valeur. Bref. Et ce t servira d'abscisse. Le pas c'est t n plus 1 moins tn, bon, n étant les positions. Ceci retourne du coup y, la fonction que vous cherchez, qui sera aussi une matrice ligne tout comme le t, sauf que cette fois-ci ce sera les ordonnées que vous aurez et non les abscisses. Donc ça va être une approximation de yn, donc y à la position n, de la solution ytn, donc du temps, à un temps précis, vous aurez une vitesse, et il sera calculé par la méthode de l'heure. Bref. Ici, vous allez créer une autre matrice, ligne, donc y, celle qui est ici, sauf que vous allez rien mettre dedans, donc vous allez mettre des zéros. C'est pour ça que vous allez mettre ici np.0, donc ça va remplir de 0 votre y, de la taille de la matrice que vous aurez créée en amont, qui est, enfin, que vous n'avez pas créé en amont, mais de la taille du t que vous avez écrit ici. Bref. Ensuite, ici vous allez mettre y0 égale y0. Donc quand je dis y0 ici, ça veut dire que dans la matrice ligne que vous avez créée juste au-dessus, à la position 0, donc la toute première position, vous allez avoir y0, la condition initiale, ce qui semble plutôt logique. Voilà. Puis après, vous allez du coup commencer une boucle for, donc for n étant une position, in range 0 to len t-1. Pourquoi ça commence à 0? Parce que c'est comme ça dans les matrices, ça va commencer à la position 0 et ça va aller jusqu'à la position, la taille de la matrice, moins 1. Parce que du coup, au lieu de commencer à 1, vous allez commencer à 0, donc il faudra reculer d'un rang. Bref. Puis après, vous allez avoir du coup votre point d'après. Vous allez le calculer à partir des points d'avant. Donc c'est là qu'on rentre dans la définition d'une suite. Yn plus 1 est égal à yn plus f de yn t de n fois la différence de temps. Et là, on retrouve notre formule de départ où, si vous vous souvenez bien, on avait a plus a v carré plus b fois delta t. Le delta t, il est là. Et ici, vous aurez votre yn plus 1, votre delta v. Bref. Enfin, pas totalement. En fait, ici, vous n'avez pas votre delta v. Votre delta v, c'est... Attendez. Votre delta v, c'est ceci. Voilà votre delta v. Sauf que... on va le mettre de l'autre côté pour avoir une suite définie par récurrence. Bref. Et ici, vous aurez votre fonction, du coup, c'est ça votre AV carré plus B. Et ici, vous aurez du coup votre différence de temps et puis vous retrouvez avec une belle suite. On retourne Y à la fin parce que c'est la solution qu'on veut. Et on sort de tout ce bourbier. Bref. Et ensuite, nous avons donc Vp, V', donc la dérivée de la vitesse, qui est égale à lambda, lambda étant la vitesse, fonction accélération. On va faire en sorte qu'elle soit en fonction de la vitesse et du temps pour avoir du coup cette expression ici qui dit que V' en fonction de la vitesse et du temps, ça veut dire que c'est la dérivée de V par rapport au temps. Et tout ça, c'est égal à G moins K sur M fois V carré. Donc ça vient de l'exercice. C'est assez simple à retrouver. Il suffit de faire PFS, principe fondamental de la dynamique, ou comme vous voulez, première loi de Newton. Bref. Puis nous avons donc le temps ici. Donc pour la créer, il faudra faire une matrice dans laquelle vous allez mettre un temps qui va de t0 jusqu'à tmax, et avec le nombre de pas avec l'intervalle que vous avez mis au-dessus, qui définit aussi le nombre de points que vous aurez dans votre matrice ligne. Donc pour ça, vous allez commencer par piocher dans la bibliothèque NumPy, vous allez mettre votre fonction dans la bibliothèque NumPy qui est linspace. Linspace vous permet de créer une
une matrice ligne hein, qui va contenir des valeurs qui seront définies par les paramètres que vous avez créés ici. Donc imaginons votre T0 c'est 0 et Tmax est égal à 10 et que vous mettez un pas de 1, et bien vous aurez 10 valeurs qui correspondront à 0 jusqu'à 9. Donc 9 secondes, voilà, tout simplement. Puis ensuite vous allez mettre votre V, donc la fonction que vous cherchez. Hein. Vous allez écrire que c'est égal au DEuler, donc à la fonction que vous avez définie auparavant. Et vous allez mettre dedans justement ce qu'on a écrit auparavant. Donc la petite ligne qu'on a écrite au-dessus nous permet justement de juste réduire l'expression ici par VP. Puis après vous allez mettre votre condition initiale V0 et puis vous allez mettre votre matrice de temps T à la fin. Ceci va vous permettre du coup de renvoyer un Y à la fin que vous allez mettre dans V. Enfin, votre Y va devenir le V ici. Et ce V là, on va l'afficher grâce à notre bibliothèque justement matplotlib.pyplot. Donc ici, vous allez faire plt point à chaque début de fonction. Plt.plot vous permet d'afficher la courbe. Le petit plus, donc d'abord abscisse, puis ordonnée, puis après tous les commentaires, après, enfin, etc. Le petit plus vous permettra d'afficher des points qui ressembleront du coup à des plus. Donc bien les mettre entre apostrophes ou guillemets, peu importe. Plt.title vous permet d'avoir un titre, c'est très important quand on est scientifique au global. Plt.x label et y label vous permettent d'avoir des légendes sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Plt.grid n'est pas obligatoire, ça vous permet d'avoir une certaine grille. Moi j'aime bien l'avoir pour bien me dire que je suis dans un graphique. Et puis plt.show vous permet de afficher votre courbe. Très important, le plt.show doit toujours arriver à la fin, sinon ça ne marchera pas. Bref, on run, et ça nous donne ceci. Donc là, vous voyez bien que le pas que nous avons choisi étant 100, vous aurez 100 points ici. Donc au début, elle ne sera pas très précise. Ça veut dire que juste que la fonction décroît de manière exponentielle. Pour résoudre ce bug de nombre de valeurs, hein, vous avez juste à mettre plus d'échantillons, on va dire. Voilà. Donc le nombre de. Vous avez juste à mettre un nombre de valeurs plus grand. Et ça nous donne du coup un truc un peu plus précis. Si vous n'aimez pas le côté point, eh bien il suffit d'enlever le plus. Et puis ça vous donne une belle ligne. Mais je vous conseille plutôt d'avoir des points étant donné que c'est beaucoup plus précis. Excusez-moi pour les bruits de feuilles. Donc voilà, on en a fini avec le premier ordre. Bon, après toutes ces explications, je peux comprendre que ça puisse être difficile de réappliquer tout ça avec des cas beaucoup plus généraux. Donc nous allons voir une autre manière, une autre méthode de faire. C'est avec une fonction qui est déjà dans Python. Donc elle conviendra à beaucoup plus de cas et à beaucoup plus de monde, étant donné qu'elle est plus simple, on va dire, à appliquer. Mais un peu plus difficile à comprendre si on n'est pas très concentré au début. Donc, première chose à faire, télécharger la bibliothèque SciPy. Bon, je pense que tout le monde l'a. Et puis importer la fonction onDint dans votre programme. Ensuite, vous allez déclarer vos constantes. Ici, les constantes ne sont pas pareilles que ceux qui étaient là, parce que on n'a pas le même exercice que tout à l'heure. Là, c'est un autre exercice, c'est avec un boulet de canon que je corrigerai peut-être plus tard. En tout cas, c'est un exercice assez classique de mécanique hein, quand vous la découvrez. Donc là, c'est un boulet de canon qu'on va tirer qui va tomber en chute, cette fois-ci pas libre, étant donné qu'il y aura des frottements. On ne négligera pas les frottements après, hein, ne vous trompez pas avec cette consigne ici, c'est juste la première question. Bref. Donc nous nous retrouvons avec deux fonctions parce que nous avons besoin de l'équation de la trajectoire sur x et sur y. Dans ces deux fonctions que vous allez définir, vous allez mettre la partie droite de votre équation différentielle, exactement comme ce que nous avons fait dans la première méthode, mais cette fois-ci c'est dans la deuxième méthode. Donc dans ces deux fonctions, vous allez mettre la partie de droite. Cette partie de droite, nous allons l'appeler fonction type. C'est ce que vous allez retrouver sur internet si vous faites des recherches ultérieures à cette vidéo. Donc vous allez mettre la partie de droite.
Et vous vous rendez compte finalement que c'est exactement pareil que ce qu'on avait fait dans l'équation, dans la première méthode. Je parle bien évidemment de la formule ici. C'est exactement pareil parce que ça reste un objet, l'équation est pareille parce que ça reste un objet qui est en train de tomber avec bon, des frottements qui sont certes pas pareils, mais la formule littérale est pareille. À l'exception près que ici le G est négatif parce que la rotation de l'axe vertical n'est pas la même. Bref, c'est la même équation. Donc je vous conseille vraiment de l'apprendre par cœur ou en tout cas de savoir la retrouver par cœur parce qu'elle va vous servir beaucoup si vous allez jouer avec des frottements durant votre année de, je sais pas, d'ingénierie ou peut-être de prépa, etc. Donc, on passe ensuite aux conditions initiales. Donc, il faut d'abord faire une conversion ici. C'est pour ça qu'il y a np.cos alpha, etc. Une conversion parce qu'on nous donne d'abord le vecteur v0 initial qu'il faudra projeter pour avoir les valeurs sur les deux axes. Bref, je ne vais pas faire l'affront de vous expliquer ça. T0 égale 0 parce qu'on va commencer à l'instant 0. Et puis nous allons devoir créer, comme tout à l'heure, une matrice avec 100 valeurs qui part de 0 à t final étant 10 secondes. Ensuite, par rapport à tout à l'heure, là, on a une simplification. C'est la plus grosse simplification, je dois vous l'avouer. Tout à l'heure, nous avions cette ligne qui est, ma foi, assez compliquée à comprendre. Ici, nous ne l'avons pas. Nous avons juste à écrire le nom de la fonction que vous voulez. Dans notre cas, ça va être du coup x' et y'. Vous écrivez que c'est égal à la fonction que vous venez d'importer. Et là-dedans, vous allez mettre votre fonction type. Voilà. Dans notre cas, x secondes et y secondes. Puis vous allez mettre votre valeur initiale, votre condition initiale, puis votre matrice t. Bon. Voilà, ça se termine là. Puis après, vous affichez tout et ça vous donne votre solution. Donc ça, bien évidemment, c'est ne pas pareil que la solution de tout à l'heure parce que c'est pas la même chose, hein, mais c'est une solution de l'exercice de tout à l'heure. Pour vous prouver que c'est exactement, que les deux méthodes sont pareilles, eh bien, je vais vous montrer ça en changeant un peu l'équation du y. Et voilà. Vous avez votre... ok. Attendez. Il faut que je change CX. Excusez-moi. Voilà. Puis après, on va pas afficher ça. Voilà. Donc là, on retrouve bien celle qu'on avait retrouvée ici. Voilà. C'est les mêmes. Bon, l'allure est la même, hein, parce que là, c'est évidemment pas les mêmes valeurs hein, ici. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même. Mais vous comprenez bien que c'est quasiment la même chose. Parce que les deux méthodes marchent. Donc après le premier ordre, nous avons logiquement le second ordre que je me sens obligé de vous expliquer étant donné que c'est relativement simple par rapport à ce que vous venez de voir. Et première chose à savoir qui est très importante, hein, c'est que Mr. B va nous accompagner tout le long de cette deuxième partie. Donc je plaisante bien évidemment, Mr. B c'est juste un personnage que j'aime beaucoup. Donc vous allez le retrouver plusieurs fois dans nos vidéos, enfin je l'espère s'il reste. Donc la première chose qui va changer, ça va être les conditions initiales. Nous en aurons deux. Ensuite, il n'y a quasiment pas de différence. Sauf une petite, désolé, la différence c'est qu'il faudra faire un changement de variable car la fonction ODInt, donc que je vous avais présenté précédemment, ne peut résoudre que des équations différentielles du premier ordre. Donc ce qu'il faudra faire, c'est transformer notre équation différentielle du second ordre en équation différentielle du premier ordre. Vous allez voir, c'est plutôt simple si vous restez concentré. Commençons par un petit tableau récapitulatif de ce qu'on doit faire. Donc, il faut créer une matrice, dans un premier temps, qui contiendrait les deux premières classes dans le 0. Pareil pour le degré n. Qu'est-ce que je veux dire par degré n? Eh bien, vous savez que quand vous allez dériver des fonctions, vous avez des classes. Votre première classe, votre classe 0, ça va être la fonction que vous voulez dériver. Enfin, la toute première. Ensuite, quand vous allez faire votre f', imaginons, votre première classe 0 c'est f, votre f' va être votre classe 1. Votre f seconde va être votre classe
classe 2, etc. Bref, c'est comme ça jusqu'au degré n, à l'infini. Les deux seules obligations que vous devez avoir, c'est qu'elle doit être définie sur... Enfin, elle doit être continue sur l'intervalle de définition de la fonction, et elle doit être dérivable sur cet intervalle aussi. Voilà, c'est les seules conditions que vous devez avoir, je crois, si j'oublie rien. Ensuite, nous passons du coup à un exemple pour illustrer ce que je viens de vous dire. Nous allons prendre du coup un exemple assez simple, typique d'une équation différentielle du second ordre, donc AY seconde plus BY' plus CY égale D. Nous allons changer de nom, donc c'est là qu'on va changer de nom. Y1 égale Y, Y2 égale Y', vous allez voir ça va prendre sens plus tard. Nous allons avoir du coup Y2' qui est égal à moins B sur A, Y1' moins 1 sur A, Y1 plus D sur A. Pourquoi on a fait tout ça? Enfin, ou plutôt, comment on a fait tout ça? Eh bien, nous avons remplacé du coup nos Y seconde et Y' et Y par nos Y1 et Y2. Le Y seconde devient Y2' parce qu'on a juste dérivé le Y' à l'intérieur. Et on a tout passé à droite. Voilà ce qu'on a fait. On n'a rien fait de plus. Voilà. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, le Y' ici, on n'a pas dit que c'était Y2, mais Y1'. Voilà. Il faut juste retenir ça, c'est la petite subtilité. Pourquoi on fait ça? Pour nous arranger beaucoup plus tard. En fait, le Y2, il va vraiment servir juste à éliminer ce Y seconde ici. Et le Y1, il est là juste pour ne pas confondre avec le Y2. Voilà. Puis on pose le système suivant. Le système va être composé du coup de vecteurs. Le vecteur Y, ça va être notre Y1 et Y2. Et là, l'intérêt de renommer nos fonctions Y' et Y, c'est que quand on va dériver notre grand Y, on va tomber sur une matrice, on va avoir Y1' et Y2'. Y1' étant juste Y' et Y2' étant Y seconde. Et à partir de à partir de grand Y et grand Y', nous allons nous retrouver avec une équation différentielle du premier ordre. Je vous montre. Donc cela revient à résoudre le système suivant. Y' est égal à Y1' et en dessous nous allons avoir toute la partie de droite de l'équation qui est ici. Et en dessous nous allons avoir du coup les deux conditions initiales que je vous avais dit au début, mais nous allons la ranger dans une matrice étant donné qu'on va travailler avec des matrices. Mais au final, on retrouve bien une équation différentielle du premier ordre. Récapitulatif. On change le nom de Y et Y' en Y1 et Y2. Ensuite, vous mettez tout à droite en changeant le Y seconde par le Y2'. Voilà. Et puis le Y et Y' par votre Y1. Donc, si vous avez Y', vous le changez par Y'. Si vous avez Y, vous le changez par Y'. Voilà, tout simplement. Et puis après, vous mettez tout à droite, comme je vous ai dit. Puis on pose le système en posant un vecteur. Grand Y, vous allez d'abord mettre vos deux premières valeurs Y1 et Y2. Puis après, vous allez le dériver pour avoir un grand Y'. Vous allez avoir Y1', Y2' pour ne rien oublier dans votre équation. Et donc, sur Python, nous allons passer à l'application de Python. Bon, sur Python, ça va aller très vite, si vous avez compris ce qu'on a expliqué il y a quelques minutes avec celle du premier ordre. Pour le second ordre, nous allons prendre un autre exemple, celle d'une pendule. Bon, c'est un autre exercice que je corrigerai peut-être plus tard. L'énoncé, bon, c'est un énoncé comme un autre. Mais ce dont on a vraiment besoin, c'est l'équation différentielle ici. Bref. On voit bien qu'elle est du second ordre, donc ça nous correspond très bien. Commençons par expliquer le programme. Donc, on commence toujours par importer nos outils, puis après nos constantes, dont la condition initiale ici, qui va être sous forme de matrice ligne. Donc, c'est comme un vecteur, mais celle-ci elle est en ligne juste. Donc, on a la position ici, puis on va commencer avec une vitesse égale à 0. Voilà nos conditions initiales. Nous avons besoin de la position et de la vitesse. Parce qu'on est dans un truc du second ordre. Si on était dans un truc du troisième ordre, eh bien, vous aurez rajouté une autre ligne, celle de l'accélération, imaginons.
Bon, ça ne s'applique plus ici dans notre cas physique, mais dans un autre exercice où vous auriez une équation différentielle de troisième ordre, et bien vous auriez une troisième position dans votre matrice. Bref, je le dérive. Bon, désolé pour la blague. T0 égale 0, bah, ça va être notre temps initial. T final, bon, égale à 10. On commence à avoir la chanson. En parlant de chanson, nous avons du coup notre T qui va être une matrice ligne, encore une fois. Ensuite, nous allons déclarer nos fonctions type. Et c'est ici que ça se corse. Bon, pourquoi je dis que ça se corse? Ça se corse pas vraiment, c'est juste que on va faire intervenir ici notre changement de variable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, nous allons avoir notre premier grand Y. Donc là, on a le grand Y qui va être remplacé par VAV1. Et ici, nous allons avoir notre Y. Et ici, nous allons avoir notre Y'. Ensuite, quand vous allez le dériver, nous allons avoir notre Y' et nous allons avoir notre Y seconde. Donc notre Y2' que vous avez vu tout à l'heure. Donc j'essaie quand même de vous remettre les bons vocabulaires, hein, même si je sais que c'est compliqué. Puis ensuite, vous allez retourner du coup le grand Y', dans notre cas la dérivée du vecteur angle-vitesse. Voilà. Pareil pour la partie, pour la deuxième partie. Donc là, ça sert surtout dans le cas de l'exercice, hein, donc ne faites pas attention. Si vous ne regardez pas l'exercice après, ne faites pas attention à cette deuxième partie, regardez juste cette première partie. En soi, c'est pareil, c'est juste que ici il y a un sinus qui s'en va. Voilà, c'est juste pour comparer les deux en fait. Donc ensuite, on a nommé les solutions, solution 1, solution 2 parce qu'on va comparer les deux. Donc nous allons nous intéresser à la solution 1, hein, où on va mettre ODInt est égal à la fonction type que vous aviez définie ici. Hein. Et puis ensuite, vous allez mettre votre vecteur, enfin, votre condition initiale qui est sous forme de matrice ligne ou vecteur, comme vous voulez. Et puis votre matrice de temps. Ensuite, comme d'habitude, vous allez tout afficher. Ici, il y a quelques trucs mystiques étant donné que c'est des angles, donc on va devoir tout modifier. Mais lorsque vous allez exécuter, eh bien, ça donne une jolie chose comme ceci. Donc en rouge, vous avez la solution 1, celle qui nous intéressait. Et en petit étoile vert, eh bien, vous avez la solution numéro 2 sans le sinus, qui est dans le cadre de l'exercice. Ce que vous devez retenir, c'est que il faut, dans un premier temps, donc, importer vos outils, déclarer vos constantes, en retenant bien que vous avez un vecteur, donc il faudra faire deux conditions initiales, dans lequel vous allez mettre celle de la position puis celle de la vitesse, et dans un autre cas, eh bien, vous allez mettre celle de Y puis celle de Y'. Ensuite, vous allez mettre toutes les conditions que vous avez sur le... Enfin, vous allez créer au final votre matrice de temps. Vous n'êtes pas obligé de mettre T0 et T final, mais c'est plus simple pour pouvoir changer les variables plus tard. Bon, je ne vous apprends rien, hein. C'est des règles de Python basiques. Puis après, vous allez avoir votre fonction type qui va retourner toute la valeur de droite de votre équation différentielle qui, elle, est sous forme de matrice. Donc quand je dis terme de droite, bah, c'est tout simplement le vecteur que vous aviez tout à l'heure hein, dans l'exemple. Voilà, donc c'est cette partie-là. Et ensuite, vous avez juste à écrire que la solution est égale à la fonction d'int dans laquelle vous allez mettre votre fonction type, votre condition initiale et le t, et ça va vous afficher le bon résultat. Dans le cas où vous avez une équation différentielle d'ordre m, eh bien, vous allez rajouter autant de valeurs à votre matrice ou votre vecteur, comme vous voulez, que vous avez d'ordre. Donc, si on était d'ordre 4, eh bien, vous auriez 4 valeurs, 0, 1, 2, 3, etc. Et ici, dans votre solution, vous auriez aussi, du coup, dans votre solution, vous auriez mis, du coup, exactement les mêmes choses ici. Donc ça, il faut retenir que ça ne change pas. Les seuls trucs qui changent, c'est votre condition initiale et votre fonction type. Le reste ne change pas. Le tout, c'est de revenir à une équation différentielle du premier ordre et ODInt fera le reste.
Bon, on en a fini pour cette vidéo. Je vous avoue, elle a duré plus longtemps que ce que j'avais prévu, mais je voulais vraiment être le plus explicite possible parce que dans un premier temps, cette vidéo a été faite pour ceux qui ne connaissaient pas, mais surtout pour ceux qui avaient du mal avec cette méthode dont j'ai fait partie il y a quelques mois, hein. Je vous mettrai en description quelques vidéos qui m'ont beaucoup aidé à la comprendre. Et puis vous pouvez aussi faire les recherches vous-même si vous n'avez vraiment pas compris après cette vidéo. Ce qui m'attristerait beaucoup quand même, hein, mais bon. Je vous en voudrais pas. Nous pouvons aussi remercier Mr. B d'avoir été là tout le long de la deuxième partie. Nous l'oublions pas, bien évidemment, avec ses petites lunettes. Et je vous souhaite un bon voyage mathématique dans votre scolarité et à bientôt.